Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision La Bari. Au concours de douane 2018 était ce matin en sitting au ministère des Finances. Motif à manifester leur mécontentement vis-à-vis du ministre qui refuse de respecter une décision de justice. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Abdou Nasser Seydou. Frustration et colère, voilà ce qui est visible sur le visage de ces spécialistes admissibles au concours de douane depuis 2018. Ces jeunes ont assis tôt ce matin la devanture du ministère des Finances pour manifester leur mécontentement vis-à-vis du ministre qui refuse de respecter une décision de justice qui, pourtant, valide leur concours. Nous nous sommes réunis ce matin pour dénoncer le mutisme du ministre des Finances. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait de cela 3 mois, 6 jours que nous avons eu une décision du Conseil d'État qui est la plus haute juridiction en matière administrative, qui nous a donné raison par rapport à l'annulation faite par le ministre des Finances d'antan de notre concours pour l'admission pour les officiers des agents de douane. On a déposé des demandes d'audience au niveau du ministère, c'est resté lettre morte. D'ailleurs, on a même saisi notre avocat pour qu'il fasse une lettre de règlement à l'amiable au ministre des Finances. Jusqu'à preuve de contraire, le ministre des Finances n'a pas répondu. Et cela fait plus d'un mois que le ministre des Finances ne dit mot. C'est plus de 125 jeunes qui attendent toujours d'être convoqués pour la formation. Et c'est là depuis longtemps. La situation de ces jeunes semble être le dernier souci du ministre qui traîne les pieds sur ce dossier. On ne sait même pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Si ce n'est pas ce matin que nous avons croisé le secrétaire général du ministère, il nous a fait comprendre qu'ils ont déposé une demande d'avis au niveau du Conseil d'État. D'ailleurs, ce que nous ne comprenons pas, au moment où il y a eu déjà une décision de fond qui dit clairement que nous avons des droits acquis et que nous devons intégrer le cadre de la douane, je ne vois pas pourquoi encore chercher un avis pour que le Conseil d'État dise quoi, si l'administration est de bonne foi. D'ailleurs, dans les couloirs, nous entendons dire que le ministère est en train d'avoir des réunions pour même demander l'annulation du concours avec le Sénat, le syndicat. Ce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi un syndicat s'acharne contre les admissibles que nous sommes. La mission de tout syndicat, c'est d'œuvrer pour avoir encore plus de membres. Mais nous ne comprenons pas le syndicat des agents de douane qui s'acharne contre les fils de pauvres que nous sommes. Pourquoi cette situation perdure malgré une décision de justice? Question qu'on a voulu poser à un des responsables administratifs. Malheureusement, on s'est heurté à une porte close car la garde nationale nous a même empêché l'accès au ministère. Ils sont près de 160 nouveaux élèves et étudiants de l'EMIG à qui le comité exécutif de la dite école a organisé ce jour dans l'enceinte même de l'école une journée d'accueil pour ces nouveaux étudiants. Plusieurs activités étaient à l'ordre du jour pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à ces étudiants. Le compte-rendu de Ibrahim Aboubakar et Halidou Bouraima. Par le présent événement, le comité exécutif de l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG entend préparer et créer un cadre convivial pour les nouveaux élèves et étudiants. C'était sous les sobriquets Journée d'intégration de nouveaux bacheliers, parrainé par le directeur général de l'EMIG qui, après avoir souhaité la bienvenue aux étudiants, rappelle les objectifs de l'école. Faites que votre tableau soit toujours ouvert sur le monde. C'est sur cette citation de Léonard de Vinci que j'ai le plaisir de souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG, à tous les nouveaux élèves et les étudiants du programme WASCAL, qui sont à présent acteurs à part entière de notre institution. Chers élèves, vous êtes les acteurs qui façonnent au quotidien l'EMIG, telle que nous la connaissons. C'est pour vous et par vous que celle-ci se construit. Je vous invite à réfléchir à ce que signifie pour vous qu'être étudiant, puisque c'est le terme que vous préférez, bien que vous soyez dans une école. Pour le secrétaire général du comité exécutif de l'EMIG, cette journée est également consacrée à l'organisation de la première édition d'un concours intitulé Mon option en 4 minutes, qui après une dizaine de présentations a été bouclé par la remise des prix aux 3 candidats finalistes. Bienvenue au lancement de cette journée consacrée à l'accueil de nouveaux étudiants de l'EMIG. Une journée qui est marquée cette année par la première édition du concours dénommé Mon option en 4 minutes,
dont l'objectif est de présenter chaque option de l'ENIC ainsi que ses débouchés. À travers cette initiative, les nouveaux étudiants sauront choisir l'option qui convienne à leurs attentes et en savoir défendre leur choix à travers un raisonnement logique et convaincant. Cette journée est aussi l'occasion de renforcer la cohésion sociale entre tous les étudiants de l'ENIC à travers une série d'activités culturelles et sportives qui permettra de découvrir les nouveaux talents qui défendront les couleurs de notre chère école d'excellence. À noter que cette journée d'intégration de nouveaux élèves et étudiants de l'EMIG a été sanctionnée par une visite guidée qui les a conduits dans les locaux de la restauration, de la salle dite canal, les dortoirs, l'infirmerie et dans la salle d'informatique. Le ministre de l'Intérieur, Al-Kachi Alada, a ouvert ce matin au palais de congrès de Niamey l'atelier de validation de la stratégie nationale de sécurité de proximité. Cet atelier est organisé par l'Institut des États-Unis pour la paix avec l'appui de l'ONG RAI. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et Chebou Guisso. Après 3 années d'élaboration, la stratégie nationale de sécurité de proximité SNSP va faire objet de validation à l'atelier d'échange. Celle-ci a pour objectif l'établissement des relations de confiance mutuelle et de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les communautés. Au cours des 2 dernières années, l'Institut a eu le privilège de travailler en partenariat étroit avec l'Inspection générale des services de sécurité, sous la direction du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, vers une stratégie qui pourrait soutenir une approche inclusive de sécurité et de la gouvernance de la sécurité. Ensemble, nous avons organisé au niveau national, dans chaque région du Niger, pour garantir que les voix des citoyens, des autorités locales, des services de sécurité de la société civile à travers le pays soient entendues et que leur point de vue soit intégré dans un plan répondant aux besoins de sécurité des Nigériens à Niamey et dans les régions les plus reculées du pays. En travaillant avec les meilleurs chercheurs et décideurs politiques et en nous appuyant sur l'expérience de notre propre travail à Niamey 5, ainsi que sur le travail au niveau communautaire d'autres organisations, nous avons appris les avantages d'une sécurité collaborative et centrée sur le citoyen. Plus encore, qu'une sécurité efficace nécessite une gouvernance de la sécurité forte et inclusive. En ouvrant les travaux de ces échanges, le ministre de l'Intérieur a tenu à réaffirmer l'engagement des autorités à soutenir la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie pour l'atteinte des résultats escomptés. Je sais qu'en juger, en tout cas par la qualité, le sérieux et la compétence des participants qui sont dans cette salle, je reste convaincu que vos réflexions conduiront à des amendements et propositions constructives allant dans le sens d'une gouvernance sécuritaire cohérente, holistique, inclusive, efficiente, qui tiendra compte des besoins réels et des véritables aspirations de nos laboureuses populations. Je voudrais ici réaffirmer l'engagement ferme du gouvernement à soutenir la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie pour l'atteinte des résultats escomptés. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme dans le cadre du combat qu'elles sont en train de mener. Je voudrais ici relever la collaboration exemplaire qui existe entre les forces de défense et de sécurité et les populations au niveau local. Et pour preuve, des actions civilo-militaires qui sont régulièrement menées et qui permettent justement donc de renforcer cette collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les communautés. Le gouverneur de la région de Niamey et l'ambassadeur des États-Unis au Niger se sont tous réjouis de voir poursuivre ce travail vital qui va contribuer à renforcer ensemble les relations avec les communautés et les FDS partout au Niger.
Poursuite à l'Assemblée nationale des travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021. Ce jour 20 octobre, les députés nationaux ont voté 4 projets de loi portant prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans les régions de Tillabéri, Difa et Tawa, et un projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire du Niger. Le compte rendu. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session plénière de l'Assemblée nationale. Il s'agit de projets de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire et sécuritaire sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger. Après examen de ce projet de loi article par article, l'ensemble des députés nationaux a voté ce projet de loi d'urgence. Le commissaire du gouvernement, M. Zada Mahamadou, a salué les députés pour leur hauteur d'esprit et a ensuite expliqué l'importance de l'état d'urgence sanitaire et sécuritaire dans notre pays. Ordonnance numéro 2021-07 du 12 août 2021 portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Balayara et de Kolo, région de Tillabéri. Ordonnance numéro 2021-08 du 12 août 2021 portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa et dans certains départements de la région de Tawa, à savoir les départements de Tassara et de Filia, de Tillabéri, département de Walam, Ayeri, Dankilare, Abala, Banibangou, Saï, Torodi, Serra, Tillabéri et Goté. Ordonnance numéro 2021-09 du 12 août 2021 portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filengue, région de Tillabéri. Ces projets de texte soumis à votre examen ont pour seul et unique objectif de protéger les Nigériens tant sur le plan sanitaire que sécuritaire. Je puis vous donner l'assurance que le gouvernement s'emploie et s'emploiera immanquablement à toujours agir dans le sens de la préservation des acquis et des intérêts du peuple nigérien. Et comme vous le savez, ces mesures visant à protéger l'état d'urgence offrent au gouvernement un cadre juridique renforcé et adaptable aux circonstances pour assurer l'ordre, la sécurité et la santé de nos nombreuses populations. C'est du reste un choix que le gouvernement opère avec toute la gravité et la responsabilité requise. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, je ne terminerai pas ma brève intervention sans réitérer notre gratitude à votre auguste institution qui a toujours su apporter le soutien nécessaire au gouvernement lorsque les circonstances l'exigent. Par le vote que vous venez d'effectuer, vous contribuez à créer les conditions à même de rendre effectives les aspirations de notre peuple à une vie saine et apaisée. Je vous remercie de votre énorme attention. Il faut rappeler que ce projet de loi portant ratification ont été auparavant examinés au fond par la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale. Fin hier à l'hôpital général de référence de Niamey du premier masterclass en chirurgie thoracique vidéo assistée organisé par une équipe d'experts en la matière dirigée par le professeur Diego González d'Espagne. Après les parties pratiques et théoriques, cette mission a été reçue hier après-midi par le ministre de la Santé publique à son cabinet. À l'issue de cette rencontre, l'équipe des experts a reçu des mains du ministre des témoignages de satisfaction. Le résumé avec Adam Ousmana et Sadou Doumi. Il s'agit là d'une mission d'éminents professeurs en médecine espagnole et marocain, venus prêter main forte à l'hôpital général de référence de Niamey dans sa noble mission. Un appui qui a de prime abord porté sur la pratique à travers une journée opératoire ayant permis à des patients nigériens de bénéficier de la chirurgie vidéo assistée. Des opérations réussies avec brio à la satisfaction des patientes. J'ai mal au poumon, on vient de m'opérer. Je ne sentais rien maintenant. Parfait, vraiment. Non. Aucune. Je souffre de dyspnée, plus de douleur thoracique. Maintenant, après l'intervention, Dieu merci, je ne sens plus rien. La douleur, la dyspnée, vous avez vu, j'ai un peu couru. Rien, grâce à Dieu. Et aux médecins aussi, qui m'ont opéré. Je les remercie vraiment. Magnifique, formidable. S'en est suivi la partie théorique de cette formation dont les échanges ont à leur tour porté sur la chirurgie thoracique vidéo assistée à travers ses différents contours. Donc c'est quoi la lobectomie par base? C'est des résections anatomiques, c'est lobectomie ou segmentectomie ou pneumodectomie. Sur une caméra, on le voit qu'à travers une caméra au niveau de l'écran
et surtout sans qu'il y ait des capteurs à chaque postal, le Finoghetto, le grand capteur aussi connu par tous les chirurgiens thoraciques, est banni. Et il faut qu'il y ait les mêmes résultats, comme a dit le docteur Diego là, que la chirurgie conventionnelle. Ce n'est pas la peine de faire une technique, moins de douleur, mais qui n'a pas les mêmes résultats. Ça va de soi. On a commencé en triportal, comme la plupart des gens, et là, on est beaucoup plus vers l'uniportal. En marge de son séjour, la mission de formation en chirurgie thoracique vidéo assistée a été reçue par le ministre en charge de la Santé qui n'a pas caché sa joie pour cette initiative. Je tiens à vous exprimer toute notre gratitude d'avoir pensé au Niger, d'avoir pensé en tout cas à collaborer avec nos spécialistes et à venir en tout cas mener ce premier masterclass international au niveau de notre hôpital de référence sur lequel vraiment on a beaucoup d'ambition sur cet hôpital. Et les bases de cette collaboration que vous venez de jeter, je pense que c'est vraiment un grand pas. C'est un grand pas pour nous. Et au nom du gouvernement, nous vous disons que nous sommes disponibles à accompagner l'hôpital de référence à mettre en place un système de partenariat pour développer cette initiative et former, accompagner nos médecins, puisque j'ai vu le but de cette mission, au-delà de plus en charge, elle a un caractère de formation. Toutes les dispositions seront prises par le ministère de la Santé publique et pour accompagner l'hôpital général de référence en vue vraiment de bien mettre en place cette collaboration. En tout cas, vraiment, j'ai suivi, depuis que vous avez commencé le lundi, je suivais ça de près. Et au vu de tout ce qu'on a vu, je tiens à vous exprimer toute la gratitude du gouvernement du Niger et par rapport à tout ce qu'on a constaté. Et merci beaucoup. Aussi, pour joindre l'acte à la parole, le ministre Eliassou Idi Maïna Sara a décerné des témoignages de satisfaction au chef de la mission, mais également à l'ensemble de l'équipe technique. Une équipe qui, pour sa part, s'est réjouie de son expérience nigérienne. Autre aspect de cette édition, le fléau de la mendicité continue de gangréner la société nigérienne, entraînant malheureusement des jeunes qui sont utilisés comme guides par ces mendiants. Il s'agit des petits-enfants d'un âge moyen qui, au lieu d'être à l'école aux côtés d'autres enfants qui étudient, se retrouvent ainsi sur les artères de la capitale Niamey en train de mendier. Le reportage est de Boubacar Ibrahim et Halidou Bourema. Ils sont visibles partout à des heures précises de la journée. Et ce sont les mendiants qui jonchent les rues de la capitale. Phénomène social, la mendicité est un fléau qui gangrène notre société. Outre le fait qu'elle constitue un fléau, la mendicité menace dangereusement l'avenir de bon nombre d'enfants. En effet, ces derniers servent le plus souvent des guides mendiants que de se retrouver sur les bancs d'école. Une situation qui dénonce le coordinateur de PAD Niger. Vous avez bien vu de vous intéresser à la situation de ces enfants, soi-disant guides mendiants, qui ont fait malheureusement de cette activité une profession. Mais je serais tenté de dire dont les parents ont fait de cette activité une profession, parce que je doute fort que cela relève en tout cas de la volonté des enfants. Comme vous le savez, un enfant, c'est quand même celui-là qui doit aujourd'hui, au mois d'octobre, être soit à l'école, soit dans une formation professionnelle. Sa place ne devrait pas, à notre avis, être dans la rue, encore moins à tirer des mendiants ou à être, j'allais dire, dans une migration à risque. Parce que ce qu'il faut quand même relever ici, c'est que ce n'est qu'une des façades de cette mendicité que nous voyons dans nos grandes villes, principalement à Niamey. Mais l'autre véritable face, c'est que le Niger a labellisé, malheureusement, cette pratique et l'a exportée au-delà de nos frontières.
Ce phénomène constaté dans la capitale nigérienne est malheureusement pratiqué hors même des frontières du pays, des fois par le biais de certains réseaux, toute chose qui n'est pas sans ternir l'image du pays. Il y a véritablement un réseau, et c'est pourquoi j'en appelle en tout cas au bon sens de nos concitoyens. C'est vrai, nous devrons avoir cette solidarité agissante entre nous, mais aussi envers les plus démunis. Mais je crains fort que les uns et les autres ne perçoivent pas le danger auquel cette pratique malheureusement expose nos enfants. Ce danger a pour nom déscolarisation, ce danger a pour nom ignorance, ce danger a pour nom également exploitation économique de ces enfants-là. Faites un tour, vous allez voir le matin ceux qui tirent les mendiants, communément appelés guides mendiants. C'est un contrat qui les lie souvent avec certaines personnes porteurs de handicap. Et cet argent-là, malheureusement, ne profite pas pour la plupart du temps à cet enfant-là qui sillonne les rues de Niamey ou les rues de certaines de nos capitales sous-régionales à longueur de journée. Laisser ces enfants à leur sort risque de compromettre leur avenir et celui du pays, a poursuivi Sidoukou Moussa, qui n'apprécie pourtant pas la nouvelle manière forte utilisée par l'autorité publique pour rapatrier ces mendiants. Ainsi, le coordinateur de PAN Niger propose la mise en place d'un cadre approprié d'études pour les enfants dans toutes les localités afin de freiner la migration. Place à présent à notre rubrique hebdomadaire, la chronique juridique. Aujourd'hui, le magistrat Ousseini Jibaji Maman Sani va nous éclairer sur l'examen périodique universel EPU. Très bonne réception. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait une communication sur le passage du Niger au 3e cycle de l'examen périodique universel. L'examen périodique universel, ça veut dire quoi? C'est un mécanisme qui a été institué depuis 2006 par la Charte des Nations Unies et qui consiste à faire en sorte que tous les États membres des Nations Unies passent périodiquement devant leurs pairs, c'est-à-dire devant les autres États, qui vont les évaluer, qui vont examiner la situation des droits de l'homme en général. Ça concerne tous les droits. Donc là, on examine la situation des droits de l'homme dans ce pays et ça se fait tous les 4 ans et demi. Le premier cycle a été lancé en 2011. Donc le Niger est passé en 2011. À cette occasion, il avait enregistré 115 recommandations. 5 ans après, c'est-à-dire en 2016, le Niger est reparti au 2e cycle et il avait enregistré 168 recommandations. Maintenant, le 3e cycle, en 2021, nous sommes passés au mois de mai et tout récemment, au mois de septembre, pour l'examen du 3e cycle, à l'issue duquel le Niger a présenté son rapport national du 3e cycle de l'EPU. Et suite à cette présentation, nous avons enregistré 254 recommandations que nous sommes revenus analyser et discuter avec toutes les parties prenantes. Et à l'issue de cette réflexion, nous avons décidé, l'État a décidé d'accepter 248 sur les 254 recommandations. On a noté 6 recommandations. Noté en termes diplomatiques, ça veut dire rejeté. Alors, pourquoi cet examen? Pourquoi cet examen appelé examen périodique universel? C'est différent de ce qui se passe devant les organes de traité. Là, il s'agit pour chaque État membre des Nations Unies, même s'il n'a pas ratifié les conventions internationales fondamentales en matière de droits de l'homme, tous les États membres des Nations Unies sont soumis à cet examen. Ils se présentent devant leurs pairs, c'est-à-dire devant les autres États, qui deviennent alors les États examinateurs. Et ces États vont poser des questions à l'État examiné. Qu'est-ce que vous avez fait pour mettre en œuvre les droits de l'homme chez vous? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ils vont poser toutes les questions qu'ils veulent à l'État examiné.
l'État va répondre sur place. Et il n'y a pas que les États aussi qui participent à l'EPU, il y a aussi la Commission nationale des droits de l'homme qui peut faire des rapports alternatifs. Vous savez que c'est une institution qui est indépendante de l'État. Elle peut faire un rapport alternatif différent de celui de l'État. Et il y a aussi la société civile nationale et internationale, qui participe aussi grâce à leur rapport alternatif. Et il n'y a pas que ça, il y a une troisième catégorie de parties prenantes qui sont les organismes des Nations Unies, qui sont dans le pays, donc qui déposent aussi des rapports dits alternatifs. Donc c'est sur la base de ces 3 rapports alternatifs, plus le rapport de l'État, que les examinateurs vont se baser et évaluer la situation des droits de l'homme dans le pays. Donc, pour le dernier passage, comme je le disais, c'est un record pour le Niger et il faut s'en féliciter. On a eu 115 États qui se sont inscrits pour intervenir. C'est un record, parce qu'au deuxième examen périodique, nous n'avons eu que 65 États intervenants. Mais là, nous avons eu 105 États. Et à l'EPU, plus le nombre d'États intervenants est grand, plus on considère qu'ils ont donné de l'importance aux pays qui passent. Parce qu'il y a des pays qui passent qui n'ont même pas, qui ont quelques dizaines de recommandations. Ça veut dire que les gens ne s'intéressent pas à la situation de leur pays. Mais pour nous, c'est un record. Cette année, on a eu, comme je le disais, 115 pays qui se sont inscrits pour intervenir. Et parmi les 115, on a enregistré 95 pays qui ont fait des recommandations au Niger. Et l'ensemble de ces recommandations fait 254. Le nombre de recommandations n'est pas synonyme à la violation des droits de l'homme dans un pays, comme je l'ai dit, puisque plusieurs pays peuvent faire les mêmes recommandations. Vous pouvez avoir, par exemple, 20 pays qui font une même recommandation. Donc, ce n'est pas synonyme de violation des droits de l'homme quand vous voyez que le nombre de recommandations est élevé. C'est plutôt synonyme de l'intérêt que la communauté internationale porte au rapport de notre pays. Maintenant, nous sommes passés, comme je le disais, au mois de mai pour défendre le rapport. C'est à cette occasion qu'on appelle le dialogue interactif que nous avons reçu ces recommandations. Et nous avons l'option ou de répondre sur place pour dire les recommandations que nous acceptons et celles que nous n'acceptons pas, ou de demander un différé pour revenir au pays, nous consulter avant de répondre. Nous avons choisi la deuxième option. C'est-à-dire nous sommes revenus au Niger, on a consulté les parties prenantes, c'est-à-dire la société civile, les autres structures étatiques, et tout celui qui a son mot à dire par rapport à la situation des droits de l'homme. On les a consultés par rapport à toutes les 254 recommandations et nous sommes tombés d'accord pour accepter les 248 et rejeter les 6. C'est un record là aussi, parce qu'il y a des États qui rejettent des centaines de recommandations ou des dizaines de recommandations. Nous avons accepté toutes les 248 recommandations qui sont relatives aux différents domaines des droits. Il y a les droits civils, il y a les droits économiques, sociaux et culturels, il y a les droits de la troisième génération. Donc tous les droits sont considérés par ces recommandations. Et celles que nous avons rejetées, en réalité, les 6 recommandations ont la même thématique. C'est des recommandations qui sont relatives aux droits supposés des LGBT. LGBT, ce sont les lesbiennes, les gays, les transsexuels, les bisexuels et les intersexes. Donc les pays qui nous ont fait ces recommandations sont au nombre de 6. Donc ils demandent à notre pays d'abroger notre législation qui punit par exemple les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Ils nous demandent aussi de prendre une loi pour légaliser les unions entre personnes de même sexe et de prendre une loi qui va autoriser le choix de l'orientation sexuelle, c'est-à-dire qu'une personne peut décider d'épouser une personne de même sexe ou d'avoir des relations avec une personne de même sexe, etc. Donc pour nous, en tout cas le Niger étant un pays majoritairement musulman, nous avons dit que ces recommandations ne peuvent pas, même à long terme, ne peuvent pas être réalisées, acceptées au Niger. Et vous savez, dans le pays, l'État a le droit de refuser ou d'accepter. Donc nous avons refusé ces 6 recommandations, mais nous avons accepté toutes les 248 autres. Maintenant, la prochaine étape, après l'acceptation des recommandations,
puisque personne ne nous a obligés à accepter ces recommandations. C'est volontaire. L'État est obligé de les mettre en œuvre d'ici les 5 ans à venir. Et pour cela, nous avons prévu un chronogramme d'activité. Il y aura d'abord une restitution du passage du Niger à toutes les parties prenantes. On va, au cours d'une cérémonie, présidée peut-être même par le Premier ministre ou à défaut par le ministre de la Justice, il y aura une cérémonie au cours de laquelle on va inviter toutes les parties prenantes, la société civile, la CNDH, les partenaires techniques et financiers, les chancelleries, pour leur restituer, c'est-à-dire leur présenter les différentes recommandations que le Niger a acceptées. Ensuite, la deuxième étape va consister à l'élaboration d'un plan. Que pour exécuter 248 recommandations, il faut un plan. Il y aura un plan de mise en œuvre que le comité interministériel va proposer et que le gouvernement va adopter. Une fois que ce plan est adopté, il sera disséminé à toutes les parties prenantes et chaque structure étatique ou chaque structure ministérielle saura quelles sont les recommandations qui relèvent d'elle pour la mise en œuvre. Il n'y a pas que l'État qui est impliqué dans la mise en œuvre, la société civile aussi, la CNDH, donc toutes les parties prenantes, même les chancelleries, sont impliquées dans la mise en œuvre. Et l'intérêt de se soumettre à cet examen, c'est que les États sont appréciés sur la base de la régularité du dépôt de leur rapport. Et ils sont considérés partant comme étant des bons élèves de la communauté internationale. Et c'est un critère d'appréciation de la bonne gouvernance et surtout le respect des droits de l'homme. Vous savez qu'il fait partie des critères d'octroi de l'aide internationale. Donc d'où l'intérêt pour notre pays. Depuis l'institution de l'EPU, notre pays n'a jamais manqué à ce rendez-vous. Et ça, beaucoup de pays qui ont pris la parole nous ont félicités par rapport à ça, et par rapport à la qualité du rapport, et surtout par rapport au taux d'exécution antérieur des précédentes recommandations. Parce que les précédentes recommandations ont été exécutées à plus de 85%. Et pour celle-là aussi, en tout cas avec l'aide de toutes les parties prenantes, nous envisageons, à défaut de les exécuter à 100%, au moins exécuter une grande partie d'ici 2026. Les 248 recommandations que nous avons acceptées sont relatives, comme je l'ai dit, à tous les domaines du droit. Vous avez les droits civils et politiques, tels que les libertés de manifestation. On demande à l'État du Niger d'autoriser à ce que les gens qui remplissent les conditions légales manifestent. Vous avez la liberté d'association, vous avez les libertés de religion, les libertés de réunion pacifique, etc. Et pour les droits économiques, sociaux et culturels, vous avez le droit à l'éducation, vous avez le droit à la santé, vous avez le droit au travail, etc. Donc on a demandé au Niger de faire plus encore pour que ces droits se réalisent. Aucun État ne peut se targuer d'avoir réalisé à 100% les différents droits, mais chacun fait son maximum. Et la communauté internationale a reconnu que notre pays a fait beaucoup d'avancées, malgré la situation sécuritaire défavorable. Il y a eu beaucoup d'avancées dans la réalisation de ces droits. Il y a aussi les droits de la troisième génération, le droit à un environnement sain, le droit à la paix. Donc ces recommandations se résument en cela. Le mot que je dirais à l'endroit de toutes les parties prenantes, c'est d'abord des mots de remerciement. On a eu l'appui de beaucoup de structures, des organismes internationaux des Nations Unies. On a eu aussi l'appui de la CNDH, parce que la CNDH est partie avec nous pour la défense et l'adoption de ce rapport. On a eu aussi le soutien de la société civile et de beaucoup de partenaires techniques et financiers. Donc c'est un mot de remerciement et surtout un souhait pour que chacun s'implique dans le processus de la mise en œuvre de ces recommandations. Parce que tout le monde est État. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit les mettre en œuvre. Toutes les parties prenantes, y compris la société civile, le privé. Donc tout le monde doit s'impliquer pour que ces recommandations soient mises en œuvre.
Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de développement sans respect des droits de l'homme. Donc notre souhait, c'est que le Niger continue à être classé parmi les pays respectueux des droits de l'homme. Quoi qu'on en dise, en tout cas, nous sommes parmi les premiers pays respectueux des droits de l'homme, au niveau international même.